Salut tout le monde et bienvenue dans Un Pixel Près. Nous recevions hier et aujourd'hui Carole Favier et Emilien Mouyal pour discuter de 3D. Donc hier, on a pu discuter de pas mal de choses vis-à-vis de l'animation d'un côté et finalement de la partie jeux vidéo de l'autre. Donc déjà tout d'abord, bonjour. 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 Et effectivement, je suis assez pressé de pouvoir continuer avec vous ce sujet parce qu'on avait terminé l'épisode précédent avec, j'aime bien, ça fait presque une série télé, précédemment dans, on a justement ce moment du, je vous ai posé une question un petit peu candide en disant, on travaille pareil entre l'animation et le jeu vidéo quand on parle de 3D, quand on voit juste des objets en 3 dimensions, quand on voit ce genre de choses-là. J'ai vu vos expressions à tous les deux. Je me suis douté que la réponse était pas exactement. Le jeu vidéo et l'animation, il va y avoir pas mal de différences. Déjà, je vais commencer par cette question générale. C'est quoi les différences en fait? Alors que on parle de 3D normalement. Alors, il y a beaucoup effectivement de différences et aussi beaucoup de points communs quand même. On va pas non plus. Il y a quand même beaucoup de jargon, de techniques qu'on se pique de l'un à l'autre. Il y a toujours un peu ce côté, nous en animation, on cherche à piquer les techniques en JV en les rendant un peu moins pénibles pour certaines, pour que justement on gagne du temps de travail ou de rendu. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le JV des fois qui tire pour nous piquer de la technologie en mode on voudrait aller plus loin parce que le temps réel amène aussi ses contraintes de fabrication et de polishing d'image qui peut pas toujours être atteint exactement comme on le veut. Mais la plus grosse différence, moi, si je parle d'un point de vue, on va dire studio, organisation studio, ça va déjà être sur la répartition des équipes. Il faut pas oublier qu'un jeu vidéo, à la base, avant d'avoir de la 3D, c'est d'abord un logiciel, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'équipes de développement qui vont être majoritaires par rapport à des graphes 3D et des graphes 2D. Là où nous, en cinéma d'animation, notre but, à la fin, c'est de sortir une image 2D en fait. Il y a de la 3D, elle a été faite avec de la 3D, mais elle est 2D, elle est à plat. Et ça fait que on a évidemment des profils tech, de développeurs, de TD, d'IT qui viennent nous aider, mais ils sont pas dans la même proportion que ce qu'on peut avoir dans un studio JV, tout simplement parce qu'on ne produit pas le même service à la fin. Et on vient pas nous chercher pour les mêmes choses. Mais je dirais que la principale différence que moi j'ai constatée avec le JV, ça va être que nous, en cinéma d'animation, on a vraiment une tendance à la spécialisation des corps de métier et une surspécialisation. Des fois, même, il peut y avoir vraiment un travail de niche dans la niche de la spécialité qui est des fois un petit peu impressionnant, puisqu'on peut avoir des gens qui sont vraiment responsables uniquement de se charger de faire bouger les cheveux. Alors c'est un métier qui peut exister dans les plus gros studios JV, mais nous ça va vraiment être sur chaque plan de caméra, il y a un artiste qui est payé à faire ça, à corriger ça. Il va potentiellement, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de la simulation des vêtements, par exemple, si le personnage a une cape, imaginons. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus que je vois la grosse différence. Et après, sur certaines technologies, on n'utilise évidemment pas les mêmes moteurs de rendu. Encore qu'une fois, il y a maintenant de plus en plus de studios, petites et moyennes structures notamment, qui font de plus en plus d'Unreal ou même d'Unity pour sortir des séries, des trailers, pour des questions économiques aussi majoritairement. Voilà, en gros pour ma partie, je dirais. Ouais, ok. Donc on est vraiment sur, comme tu disais, effectivement, on peut pas avoir les mêmes techniques. On peut pas avoir les mêmes techniques, on peut pas avoir les mêmes attentes aussi. Ouais. Parce que il y a des choses que nous on a besoin en cinéma d'animation, notamment stylisé. On va avoir besoin de certaines déformations très précises pour les personnages, pour du stretch and squash, qui sont des techniques d'animation. Donc le fait d'étirer ou de rendre très boursouflé un personnage pour accentuer son mouvement. Et ça, c'est des choses qui peuvent être assez pénibles à faire justement avec des techniques de jeux vidéo, puisque eux vont plutôt être sur de l'économie, là où nous, on a un petit peu la réputation d'être des gros bourrins et à mettre du polygone, parce que tout ce qu'on veut à la fin, c'est que ce soit joli, qu'on ne devine justement aucun polygone généralement.
La réalité est toujours un peu plus nuancée que ça. Ça dépend un peu où vous êtes sur le spectre, si vous êtes sur des gros budgets ou des petits budgets. Mais voilà, on va dire qu'il y a quand même un petit peu cette tendance-là qui nous tire en fait. Nous, on doit livrer l'image la plus parfaite possible, peu importe le coût, peu importe la triche. D'accord. Avec, tu disais hier, il y avait une logique de temps de rendu par image, et c'était ça votre budget en fait. C'est l'un des budgets. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'un des budgets parce qu'effectivement, il y a le temps de la réalisation des composants de cette image-là. Exactement. Et on prend autant en compte finalement le temps de rendu de cette image-là, ou potentiellement, comme tu disais, une image, pour vous, ça va être une demi-heure. Pour un autre projet, une image, ça va être 5 heures. Ouais, exactement. Et du coup, Emilien, justement, on terminait l'épisode dernier en disant que toi, de ton côté, heureusement, vu que tu es indépendant, ton ordinateur, il n'était pas vraiment bloqué pendant 5 heures à chaque fois que tu devais faire une image. Voilà, heureusement. Mais effectivement, je te laisse nous dire un petit peu par rapport à ce que vient de dire Carole sur le cinéma d'animation. Comment toi, en fait, justement, tu vois ces différences vis-à-vis du jeu vidéo ? Moi, je vois ça comme on va avoir, si on schématise vraiment, le même système de production, le même pipeline de production, mais avec des contraintes qui vont être totalement différentes. Par exemple, en animation, c'est vraiment une production d'images qui va être vraiment qualitative. Donc, peu importe si le modèle va être high poly, donc avec beaucoup de polygones, donc il va prendre beaucoup de ressources, mais le modèle aura vraiment des détails vraiment nickel. En jeu, on peut pas vraiment faire ça, si ce n'est certains objets particuliers qui vont être à des endroits particuliers qu'on appelle des power assets. Par exemple, vous arrivez sur une place et vous avez un grand monolithe en plein milieu de cette place qui est un lieu important. On peut faire une exception pour ce modèle-là parce qu'il est important. Après, pour le reste du jeu, étant donné qu'on fait pas que de l'image, on fait en fait de l'image qui va être interactive avec le joueur, il faut pouvoir intégrer plusieurs possibilités aux joueurs. Et plus il y a de possibilités, en fait, plus il y a de ressources nécessaires. Et donc, effectivement, on doit pallier ce niveau de qualité de modèle en le réduisant, mais en lui donnant accès à plusieurs options en fait, de jeu. Oui. Pareil, je reviens sur un truc que tu disais pour l'animation en stretch. C'est vrai que nous aussi, pour le coup, en jeu, on peut faire des déformations très rapides. Je repense au cours qu'on avait eu avec un professeur d'animation, justement, qui nous avait donné accès à un site où on pouvait voir les animations de personnages d'un jeu. C'était League of Legends, de souvenir. Où il y a des animations d'attaque, où effectivement, tu vois le personnage qui... pour une attaque, est vraiment déformé, il fait 5 mètres de haut et il donne un coup. Mais ça se passe tellement rapidement pour du jeu que ça se voit pas, parce qu'il y a des effets, des machins, et c'est vraiment plus pour donner un retour aux joueurs, plutôt que donner un effet... Donner un acting. C'est ça, c'est moins spectaculaire et beaucoup plus discret que de l'animation, parce que c'est pas pour faire un retour esthétique, c'est vraiment plus pour... comprendre ce qui se passe, par exemple, pour un joueur adverse, ou ne serait-ce pour comprendre ce qui se passe vis-à-vis du joueur, tout simplement. Oui, vous avez une grosse charge sur le retour utilisateur, puisque comme vous faites un produit qui va être interactif, ce qui vous permet aussi que, comme la personne est plus incluse, on va dire, dans l'utilisation du produit, dans l'interactivité, ça vous permet d'être peut-être un tout petit peu moins exigeant sur certaines choses, puisque ça compense par le fait que la personne est active dans ce qu'elle est en train de faire. Nous, on produit une image dans laquelle la personne va être passive, et on a toujours une seule peur, c'est qu'il y ait pause au mauvais moment. Donc il y a un petit peu cette peur qu'il faut que chaque frame soit parfaite, qui n'est pas toujours justifiée, qui n'est pas toujours justifiable, il faut quand même le dire aussi, mais qui, quand on est sur des très grosses productions avec beaucoup de budget, quelque part c'est aussi normal que le client il exige que ça soit parfait. Alors, je vais quand même mettre des guillemets à tout ce que je dis, parce que bon, il y a toujours des cas de production où c'est toujours un peu plus compliqué, mais on est sur ce type-là, et de fait, quand on est passif face à un truc, on va aussi être plus exigeant sur ce qu'on est en train de voir. Et nous, on a, pour les productions qui vont au cinéma, on a aussi la contrainte du grand écran, qui là aussi ne pardonne pas. Et aussi, quelque part, quand on fait de la série d'animation typée jeunesse, il faut aussi qu'on pense
cette fois-ci pas au grand écran, mais au petit écran, puisque il y a des épisodes d'animation qui peuvent être regardés sur des portables, sur des tablettes, sur des télés, qui vont être des formats plus restreints, mais qui vont donc demander aussi des fois un travail d'image, et un travail de la couleur et de la lecture de l'image qui va être différent. Et justement, par rapport à ce qu'on disait sur l'épisode d'avant vis-à-vis, on avait un petit peu initié cette discussion vis-à-vis des différences fondamentales de jeux vidéo d'un côté, d'animation de l'autre. On parlait de ton travail, Emilien, où toi tu disais je suis 3D généraliste, c'est-à-dire que je suis susceptible de soit produire un travail en solo, c'est-à-dire un travail artisanal, soit d'arriver en renfort en fait sur une équipe. Et à un moment donné, tu avais mentionné notamment la différence entre le personnage par exemple de jeu vidéo et le personnage de jeu vidéo, mais sur une cinématique. Parce qu'effectivement, il y a une différence de préparation en fait du personnage de travail là-dessus. Alors oui, ça va dépendre des projets. Sur des petits projets indépendants, il y a possibilité d'avoir vraiment le même modèle qui va être utilisé, parce que c'est simplement pour une petite mise en scène. Si c'est vraiment un côté cinématique, un peu plus spectaculaire, il y a un modèle qui va être utilisé à part entière, avec plus de détails, qui va être plus travaillé, parce que ça va être de l'image en fait précalculée, comme de l'animation en fait. Donc il y a l'éventualité d'intégrer en fait 2 modèles différents dans un jeu, mais possiblement non. Ça va dépendre en fait du projet. D'accord. Et effectivement, pourquoi l'un des réflexes qu'on pourrait avoir, c'est imaginer que je travaille sur un personnage qui en fait existe aussi en cinématique, mais qui existe dans le jeu vidéo. Pourquoi ne pas juste travailler de la même façon sur les deux, quitte à avoir un personnage trop bien fait dans le jeu vidéo? Comme on en parlait du coup la dernière fois, la ressource nécessaire pour le jeu, parce que possiblement, on va reprendre les exemples des studios de Riot. Vous avez des cinématiques qui sont très belles, mais en jeu les personnages vont avoir peut-être moins de détails, tout simplement moins de détails. Le truc étant que si vous mettez un modèle beaucoup trop lourd dans le jeu, ça peut poser problème vis-à-vis des ressources nécessaires. Donc c'est vraiment un gros problème de ressources d'avoir un fichier qui est beaucoup trop lourd et trop détaillé par rapport à d'autres. Ça fait un problème aussi de DA, c'est-à-dire que ça va trop ressortir par rapport à l'environnement ou d'autres personnages, et ça peut faire un retour du coup aux joueurs étrange, bizarre, d'avoir on a l'impression que le modèle n'est pas à sa place. D'accord, parce qu'effectivement, et là je me tourne un petit peu vers Carole vis-à-vis du cinéma d'animation, il y a une vraie différence. Typiquement, tu parlais d'avoir une image qui nécessiterait une demi-heure de rendu. Si je te donne le budget pour faire 2 heures de rendu sur la même image, ça fait une grosse différence à l'arrivée? Oui, ça fait une énorme différence, parce qu'en fait, nous, on va avoir tout ce qui va être potentiellement effet volumétrique. Donc l'exemple qu'on aime bien donner, c'est les godrets. Donc c'est quand vous avez un rayon de lumière qui passe au travers d'une fenêtre et que ça fait un peu cet effet atmosphérique là, comme ça, qui est très mignon, que vous voulez mettre sur Instagram. Et ben ça, généralement, c'est un petit peu du eye candy, donc un petit bonbon pour l'œil, quoi. En fait, ça, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, bien sûr, on peut le tricher, voilà, avec des techniques justement 2D, comme on pouvait évoquer sur le précédent épisode. Mais on va dire que la manière la plus propre, la plus physique de le faire avec un moteur de rendu, les moteurs de rendu sont basés sur tout simplement, ils essayent de se baser le plus possible sur la réalité. Donc, ça veut dire qu'il y a des calculs de rayons qui sont faits. Et en fait, on peut donner une zone dans notre espace 3D où on dit, bah là, à cet endroit-là, il y a cet effet volumétrique. Et donc ça peut coûter potentiellement très cher, surtout si dedans, imaginons qu'on mette un personnage qui a ce qu'on appelle du fur, donc du poil, du pelage. Et ça, c'est des choses, comme ça va demander énormément de précision, d'aller tracer, donc d'aller lancer des rayons sur chacun des poils dans ce brouillard, etc. On va avoir potentiellement une image qui va être ce qu'on appelle noisy, qui va être pleine de bruit de rendu. En fait, un moteur de rendu, il lance des rayons d'une façon qui génère ce qu'on appelle un noise. Donc c'est littéralement un nuage. Et plus on lance de rayons, plus le nuage va être précis, et donc plus l'image va être dénoisée, donc sans noise, donc
clair, en fait, avec de la clarté. Et le problème, c'est que lancer des rayons, c'est pas gratuit, quoi. Et donc, plus on lance de rayons, plus on demande de travail au moteur de rendu, plus on va lui demander de dire là, il me faudrait tout ce qui va être rebond coloré dans une pièce, que le moteur le calcule en plus, tout ça, ça demande énormément de temps, en fait. Et c'est aussi lié à la puissance des machines qu'on possède. Évidemment, moi, mon studio n'a pas du tout le même data center que Pixar, si on devait se comparer à quelqu'un. Donc, 8 heures là-bas, c'est peut-être 42 heures dans mon studio. Parce qu'on n'a pas les mêmes GPU, on n'a pas les mêmes CPU, on n'a pas les mêmes SSD, on n'a pas du tout la même infra. Donc voilà. En termes de machine, ça va faire une gigantesque différence. Ouais, complètement. Et mais par contre, une demi-heure, on peut mettre un petit peu de poils sur des personnages, mais si on est en dessous d'une demi-heure de rendu, déjà, on va dire, peut-être pas, parce que ça amène beaucoup de complexité aussi pour les départements qui vont recevoir l'image, pour le traitement de l'image ensuite en post-rendu, parce que le travail n'est pas fini une fois que l'image est rendue. Et le truc, c'est que par contre, si on est au-dessus de 2 heures la frame, là, on est sur des conditions plutôt très bonnes, où on va pouvoir imaginer avoir énormément de végétation dans lequel la lumière va passer pour faire ce qu'on appelle de la translucence, donc du SSS, nous, en bon jargon 3D, Subsurface Scattering, si vous voulez briller en soirée. Et ça, c'est quand vous mettez votre main avec un rayon de soleil et que vous voyez du rouge, et qu'en fait, c'est les rayons du soleil, enfin de la lumière en tout cas, qui passent et qui ressortent en fait de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'USS. Et ça, je pense que vous commencez à voir où je veux venir, avec mes petits rayons qui passent dans des trucs et tout ça, ça coûte très cher aussi, en fait. Donc, je suis navrée, tout coûte très cher dans la vie, en 3D. En fait, la 3D est un espace vide à la base. Donc, dès qu'on y met des objets dedans, ça finit par coûter cher. Oui, c'est vrai plus on en met, plus ça coûte cher. Ça va être justement un point intéressant à aborder. Une série qui, elle, a coûté cher à faire, une série en 2D qui s'appelle Vox Machina. Je vois déjà Emilien bondir puisque c'est une adaptation d'un jeu de rôle joué en direct par des comédiens et des comédiennes de doublage de jeux vidéo notamment. Il s'agit donc d'une série disponible sur Netflix, sur Amazon même. Voilà, c'est une adaptation de jeu de rôle, mais disons que voilà, il y a un peu de violence visuelle. Ça fait partie de des adaptations de jeux d'ailleurs qui sont sorties assez impressionnantes, comme Castlevania notamment, où effectivement il n'y a pas trop de concessions finalement qui sont faites. Et effectivement, c'est là où presque on a des éléments 3D, mais qui sont extrêmement discrets, qui se mêlent à la 2D. Mais là, par contre, on est sur des gros budgets, je suppose, en termes de série. Et j'en ai aucune idée. Je vais être très sincère. Je ne sais pas combien ont coûté effectivement les saisons de Castlevania. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une grosse production value quand on voit le nombre. Ça, c'est un peu l'expérience qui parle. Mais quand on voit le nombre de décors, le nombre de personnages qui parlent, les combats, l'animation, même s'il y a des choix, on va dire, d'avoir utilisé le style d'animation qui vient du Japon, donc qui permet de faire des économies d'animation et de façon très stylisée. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on aime bien généralement, pour lequel ça ne nous choque pas, que ça ne fait pas cheap. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas quel studio a fait Castlevania pour le coup. Je ne sais pas si c'est un studio japonais ou européen. Faudrait que je me renseigne. C'est une excellente question, effectivement. Mais oui, il y a quand même un gros travail sur les ambiances, sur les designs des créatures. Donc oui, clairement, je pense qu'il y a un budget assez confortable. C'est une production Netflix. Donc généralement, sur cette période-là, ça allait. Oui. Et effectivement, maintenant que ça m'en revient, c'est Warren Ellis qui avait fait, qui était auteur et scénariste là-dessus, donc forcément un auteur assez expérimenté côté comics. Mais oui, effectivement, la discussion qu'on a sur le budget me fait me rappeler aussi des discussions assez nombreuses vis-à-vis du jeu vidéo cette fois-ci, où on parle de low poly. Et tout à l'heure, tu nous mentionnais le high poly. Donc à un moment donné, c'est qu'il doit y avoir une différence en termes de nombre de polygones vis-à-vis de mon objet 3D. Est-ce que ça veut tout simplement dire qu'en low poly, il est tout moche et que c'est comme le low cost? Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est plus complexe que ça et qu'à un moment donné, j'ai un intérêt particulier à faire du low poly? Alors, un peu des deux.
pour le coup, parce qu'effectivement, un modèle low poly va être un modèle avec très peu de coûts de polygones, ou du moins le moins possible, sans forcément dégrader sa forme, sa shape, du coup, vraiment la forme qui va faire ressortir. En fait, c'est une méthode qu'on va utiliser en production, c'est-à-dire qu'on va partir sur un modèle 3D qu'on va faire sur un logiciel qui s'appelle, du moins pour ma part, ZBrush, où on va sculpter le personnage comme ferait un sculpteur de statuettes. On va rajouter du détail, essayer de donner des effets de texture visuelle, mais ça va demander beaucoup de ressources et beaucoup de polygones pour ajouter ces détails-là, parce que plus il y a de détails, plus il y a en fait de petites inclinaisons de face qui rajoutent justement ce détail-là. Sauf que pour un jeu, c'est impossible de faire tourner un jeu convenablement, au moins avec un bon taux de rafraîchissement d'image. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce modèle-là, qu'on envoie sur un autre logiciel. Personnellement, j'utilise Maya. Et on va faire ce qu'on appelle une retopologie, donc reprendre le modèle et diviser par un grand nombre le nombre de faces visibles pour avoir uniquement la bonne silhouette, si vous voulez, du modèle. Et une fois que c'est fait, sur encore un autre logiciel qui s'appelle Substance, on va faire une projection en fait sur le low poly des détails du high poly. Donc en fait, sur un modèle tout moche et qui prend pas de poids sur un logiciel, il va recevoir les détails, comme si je dessinais en fait, si vous voulez, vous prenez un cube, vous rajoutez plein de détails, plein de formes, vous le dépliez et en fait vous redessinez ces détails-là pour avoir le même effet mais qui prend moins de ressources. Donc effectivement, en fait, en réalité, là, pareil, on n'est pas du tout sur du cache-misère, on est en réalité sur une problématique majeure de ressources. C'est ça. En fait, grossièrement, c'est plutôt pour avoir du détail sur un modèle qui va prendre très peu de ressources. D'accord. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a autant de jeux qui vont plutôt aller chercher sur du low poly, notamment du jeu indépendant des fois. Ça va dépendre. Des fois, c'est peut-être vraiment plus pour le style artistique. Avoir des modèles low poly, vraiment plus pour le côté mécanique. Ouais. Souvent, c'est des indépendants qui sont principalement développeurs et qui ont parfois pas forcément les connaissances en 3D nécessaires, donc ils font des modèles un peu comme ils peuvent, ou qu'ils en trouvent libre d'accès, ou sinon, effectivement, que ce soit pour l'économie de ressources ou pour comme je disais, l'ADA du jeu. Oui, c'est là où on va parler notamment de pixel art. Oui. Où on va avoir le réflexe de tout appeler pixel art, où effectivement c'est pas toujours le cas, on a quelques subtilités, je suppose. Après, pour le coup, le pixel art, ça va être plus des personnages en 2D. Sinon, ce serait plus du voxel, comme par exemple Minecraft, en vrai. On en parlait l'autre jour. Ou bien Noita. Noita, c'est plus de la 2D. Ah oui, c'est vrai. Ouais, effectivement, ouais. Du Trove, Cubeworld. C'est Shadow of Doubt qui est en voxel, qui effectivement de loin fait penser à du Minecraft, mais en fait vous avez l'impression d'être dans une myriade de petits cubes avec en réalité quelque chose de très très fin en fait au final en termes de représentation du monde, un jeu d'enquête première personne. Et du coup côté animation c'est pareil, on a du high poly, du low poly, ou est-ce qu'il y a quelque chose entre à un moment donné? Alors en fait oui, sur certains assets on va dire qu'on fait l'effort de faire un high poly qu'on projette en low poly. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà de si on parle d'un high poly vraiment phénoménal. Là, on va imaginer que c'est le cas. C'est vraiment quelque chose qui, si jamais on lance le rendu, la machine crash et on est bon pour la rebooter. Voilà, on va imaginer que c'est ce cas-là. Donc exactement le même workflow. Donc généralement du ZBrush, mais ça peut être dans autre chose, dans du Blender. On peut avoir Maya ensuite pour faire la retopo, mais ça peut être aussi encore par exemple Blender ou d'autres logiciels. Il y a des logiciels spécialisés en retopo qui existent aussi. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, donc on a notre asset, et donc il fait plus cracher la machine, donc là on est content. Et des fois, on va aussi avoir ce truc, si jamais le high poly est animé, où là ça va amener beaucoup trop de contraintes au département rigging et animation. Donc rigging, c'est ceux qui sont spécialisés dans le fait de créer des squelettes. L'exemple le plus parlant, c'est pour faire bouger un personnage, il faut un squelette 3D en fait pour animer les mouvements. Mais en fait,
Il peut y avoir d'autres types de squelettes pour, on en parlait, mais les cordes. Voilà, il peut y avoir un système de joints. C'est vraiment le terme technique, des joints, comme des jointures, pour animer en fait des choses de façon souple. Et en fait, donc ça va décider si on fait l'effort de faire un low poly qui retient le high poly. En environnement, ça va être donc si on a des choses trop grosses, type des arbres où l'écorce aura été sculptée, du sol où les pavés auront été sculptés. Dans ce cas-là, on va essayer de faire l'effort de tout ramener ça en texture pour des questions d'économie de temps rendu et donc de ne pas faire cracher les machines, pour ceux qui ont suivi. Et voilà. Mais il y a des fois, en fait, où nous, en production, en mode c'est un high poly qui peut être travaillé, donc des fois, on va pas faire l'effort, on va pas dépenser le temps homme pour faire ça, et on va se dire ça va passer avec du temps machine, on va l'absorber dans la render farm, ça va quand même réussir à rendre. Donc nous, on a vraiment ce souci. Nous, ce qu'on essaye généralement de faire, c'est d'avoir le plus d'objets faits possible en production, et donc généralement qu'ils aient à peu près la même qualité d'utilisation. Si vraiment tout d'un coup ils se retrouvent à être très close-up, donc très proche caméra, là éventuellement on va refaire un travail pour qu'il soit high définition. Mais nous, notre enjeu, contrairement au JV où ils ont vraiment la notion de ressources, nous c'est vraiment avoir le plus d'assets possible à l'image, et donc de pas forcément chercher à faire des variations low poly, middle poly, high poly sur chacun. Oui, pour essayer d'avoir vraiment le côté uniforme et de plus haute qualité possible avec ce que vous avez, quoi. Et d'avoir des décors avec, pour ma part, des décors avec le plus d'objets différents en fait. Bah, effectivement, ouais, c'est intéressant de voir les différences entre la partie animation et la partie jeu vidéo. D'ailleurs, on parlera un petit peu des œuvres finalement que vous pensez en fait avoir en termes de référence, en termes de qui ont potentiellement percuté en fait les industries sans que forcément le public s'en rende compte. On en parlera si ça vous va demain. En tout cas, en attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.